Bonjour à tous. Alors, un épisode qui n'était pas prévu. Il y a quelques jours, j'ai fait un épisode où j'ai fait le point sur la loi de finances en cours de discussion au Parlement. J'ai fait le point sur le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et puis, j'ai évoqué la question qui était celle de cette hausse de la CSG qui a été votée à l'Assemblée nationale, en disant que les revenus locatifs échappaient à cette hausse de la CSG. Alors, comme il n'était pas question d'aller dans le détail, là je vais le faire parce que la question est pas si simple que ça. On va décrypter tout ça, puis on va essayer de répondre à la question: est-ce que la location meublée est frappée par cette hausse de la CSG? A priori oui, mais la réponse, elle est un petit peu plus nuancée que ça. Allez, on parle de tout ça. Passion Immo, c'est parti. Alors, avant toute chose, on va revenir sur ce contexte général de la location meublée. On sait que la location meublée, depuis 1 an et demi environ, elle est attaquée de toutes parts. Alors on sait pourquoi, c'est que on sait bien qu'il y a un déséquilibre très net concernant ce trop plein de locations meublées sur le territoire au détriment de la location nue. Donc comme on est dans des difficultés quand même assez importantes aujourd'hui pour trouver des logements en location nue dans certaines régions de France, dans certaines métropoles, les pouvoirs publics se sont dit on va essayer de pénaliser la location meublée. Bon, alors ça s'est fait au travers de plusieurs axes. On a eu en novembre 2024 la loi Lemeur. La loi Lemeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réduit les avantages quand on voulait déclarer ses revenus de location meublée au régime micro. De deux manières, on a abaissé les seuils. Pour la location meublée non classée, le seuil qui était à 77 700 €, il est passé à 15 000 €. Pour la location meublée classique et la location de tourisme, le seuil qui était à 188 700 €, il est passé à 77 700 €. Et puis on en a attaqué le volet abattement. Les abattements de location meublée non classés qui étaient à 50%, on les a abaissés à 30%. Et l'abattement pour le meublé classique et la location de tourisme qui était à 71%, qui était un abattement assez considérable, on l'a abaissé à 50%. Bon, ça, c'était un premier élément, mais qui n'avait pas, à l'époque, affecté la déclaration des revenus de location meublés au régime réel. On a rajouté une couche sur cet aspect-là, qui vise finalement à rendre moins attractif la location meublée avec les plus-values immobilières. Cette couche, qu'est-ce que ça a été? Pour faire simple, on a décidé de réintégrer les amortissements réalisés en location meublée quand je suis au régime réel au moment de la revente du bien. Ce qui fait que là, ça aboutit mathématiquement, mécaniquement, à une hausse de l'impôt sur les plus-values qui est payé au moment de la revente du bien qui avait été loué meublé pendant une période déterminée. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. On veut désavantager la location meublée. On en a un troisième, alors qui est un petit peu plus diffus à cerner, parce que là, on est plus sur des décisions prises localement. Des mairies, il y en a plus d'une qui ont décidé de pénaliser davantage que ce n'était possible par le passé la location meublée sur leur territoire, à travers un certain nombre de dispositifs, mais là, il faut se renvoyer au cas par cas en fonction des communes qui sont concernées. Bon. Et là, j'en viens au fait, et là on aurait dans le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est intervenu il y a quelques jours, on aurait un élément supplémentaire qui est la hausse de la CSG.
Bon, alors là, on va faire un petit peu, c'est là, il va falloir un petit peu décortiquer. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je fais un épisode spécifique sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été voté donc il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, dont je rappelle que vendredi matin, en seulement quelques heures, le projet a été examiné par le Sénat, refusé par le Sénat, et donc que ça retourne à l'Assemblée nationale. Ça va être un point. Là encore, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, parce que ça va avoir son importance. Bon. Bref, qu'est-ce qui a été décidé dans le cadre de ce PLFSS? C'est l'augmentation de 1,4 point du taux de CSG sur les revenus du capital. Sur les revenus du capital. Je rappelle, là encore, que lorsque Emmanuel Macron avait été élu président de la République en 2017, il y avait cette mesure qui avait crispé un certain nombre de gens et qui avait dit, ouais, Macron c'est le président des riches. Pourquoi? Parce qu'en fait il avait instauré cette flat tax, bon, moi je préfère l'appeler prélèvement forfaitaire unique parce que c'est le nom qui convient, à 30%, 30% sur les revenus du capital, qui se décompose de la manière suivante: 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux de 17,2%, comprenant notamment 9,2% de CSG. Donc ça veut dire que quand il y a quelques jours, on décide d'augmenter de 1,4 points le taux de CSG sur les revenus du capital, on voit bien qu'on fait passer de 30 à 31,4% ces revenus du capital. Mais, et c'est là où la chose est un petit peu plus complexe, dans l'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental qui a été adopté, je vais juste rappeler ce que c'est qu'un exposé des motifs. Quand vous avez un texte législatif, vous avez le texte lui-même et vous avez l'exposé des motifs. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'introduction, de mise en contexte de l'élément qui va faire l'objet d'un amendement pour expliquer pourquoi on le fait, dans quel contexte on le fait, dans quel but on va le faire. C'est souvent quelque chose, c'est extrêmement intéressant, parce que ça permet de voir les intentions du gouvernement, du parlementaire, du groupe qui est à l'origine éventuellement d'un amendement. Que nous dit l'exposé des motifs? L'exposé des motifs ici, c'est-à-dire ce passage de la CSG de 9,2 à 10,6%, donc c'est 1,4 points d'augmentation, ne concernerait pas les revenus fonciers et plus-values immobilières, les revenus issus des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne logement et des contrats épargne logement, ainsi que les plans épargne populaire. Donc, en clair, on crée des exclusions. On voit bien la construction de l'amendement, une augmentation générale, mais derrière, on crée des exceptions. Les exceptions sont ici listées. Donc, si on va dans le sens de cet amendement, de la manière dont il est rédigé, seuls les loyers des biens loués nus continueraient d'être taxés à hauteur de 9,2% au titre de la CSG, donc pas de changement à ce niveau-là, ce qui fait que c'est un petit peu ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, on crée un élément de complication. Voilà, si on avait voulu faire une usine à gaz supplémentaire au niveau fiscal, et on en a déjà, là on en crée une, parce qu'à partir du moment où on crée des CSG différenciés selon le type de revenu, on pourrait s'en abstenir, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je reprends mon explication, seuls les loyers des biens loués nus continueraient à être taxés à hauteur de 9,2%. Pour eux, rien ne changerait. Mais, pareil, si je prends littéralement la rédaction du texte, on ne prévoit pas de traitement de faveur pour les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Or, je rappelle que le meublé est traité fiscalement dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux et non pas dans le cadre des revenus fonciers. Donc, ça veut dire que si cet amendement augmente bien la CSG de 1,4 points, il crée une dérogation pour certains revenus, dont les revenus fonciers.
Alors là où on va commenter un petit peu plus tout ça, c'est qu'il y a un doute. Pourquoi il y a un doute? Parce que l'amendement cible un certain nombre de revenus et en exclut d'autres. Dans les intentions du gouvernement, il s'agit de ne pas pénaliser les investisseurs immobiliers en général. En général, on ne dit pas, en tout cas dans cet exposé des motifs, que l'on veut viser plus particulièrement ceux qui font de la location meublée au détriment de la location nue. On ne le dit pas. Alors, il y a une hypothèse qui court depuis quelques jours, c'est celle que il y aurait eu une rédaction malhabile de cet amendement et que l'amendement aurait dû également exclure la location meublée. Ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, et cette hypothèse, elle demanderait à être confirmée. Donc ce qui fait que, et c'est là où ça a toute son importance, c'est-à-dire ce texte qui est de nouveau examiné à l'Assemblée nationale, et on va voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Donc les prochains jours vont absolument être déterminants. Est-ce qu'on est dans, première solution, un gouvernement qui souhaite pénaliser la location meublée, auquel cas, effectivement, cette hausse de la CSG s'appliquerait à la location meublée, ou est-ce que l'on est dans une rédaction malhabile ou bien imprécise, et qui fait que cette rédaction va être affinée au moment où le deuxième examen du texte va arriver devant l'Assemblée nationale. Donc ça sera absolument déterminant sur ce point. Alors on pourrait me dire, oui, mais comment un texte pourrait être rédigé de manière peu habile ou laisser une erreur? Bah oui, mais ça arrive. Hein. Alors ça, là-dessus, ce serait pas la première fois. Et il faut toujours avoir à l'esprit le contexte dans lequel les textes sont venus et viennent toujours à l'Assemblée nationale, surtout quand on est dans des contextes politiques compliqués. Il y a des séances de nuit. Tout va très très vite, hein, tout va beaucoup plus vite qu'on l'imagine, et donc des erreurs de ce type, elles arrivent parfois. Il y a des amendements qui sont rédigés un peu rapidement. On sait que celui-là, il a été rédigé dans le cadre d'une négociation avec certains groupes pour remporter leur adhésion. Bon, est-ce qu'on est allé au bout de la rédaction ou pas? Bon, voilà, ça c'est une question qui va être absolument centrale. Maintenant, en conclusion de ça, est-ce que ça change? Est-ce que si on frappe la location meublée par l'intermédiaire de cette hausse de la CSG, qu'est-ce que ça change? Bon, ça va changer, en fait, ça va dépendre du type d'imposition que vous avez choisi. Si vous êtes au régime réel, on peut dire que dans le cas du régime réel, vous incluez suffisamment de charges d'amortissement pour faire que vous payez soit très peu d'impôts, soit pas d'impôts. Donc, dans ce contexte-là, cette hausse de la CSG sera absolument marginale. Par contre, les bailleurs qui choisissent le régime micro-BIC, alors là, pour eux, cette hausse de la CSG sera beaucoup plus sensible. Et là, vous voyez, c'est un petit peu le paradoxe de toute cette affaire législative, et puis ça va être ma conclusion, c'est que on veut pénaliser la location meublée, et j'entends cet argument, je suis pas en train de le récuser, mais en fait, on se trompe de cible. Parce que quand la loi Lemeur, en 2024, elle a ciblé la location meublée, elle n'a ciblé que le régime simplifié, c'est-à-dire le régime micro-BIC. Or, on le sait, il y a assez peu de contribuables qui sont au régime micro-BIC quand ils font du meublé. Il y en a 100 000 environ, parce qu'on sait que ça n'a pas beaucoup d'avantages, que les gros avantages de faire de la location meublée, fiscalement en tout cas, c'est de choisir le régime réel pour bénéficier notamment de la possibilité de faire des amortissements. Donc, ici, avec cette hausse, cette micro-hausse de la CSG, mais bon, voilà, c'est toujours une hausse quand même
importante. Cette hausse de la CSG, finalement, elle pénaliserait un petit peu plus ceux qui sont au régime micro et pas vraiment ceux qui sont au régime réel. Or, s'il fallait cibler, je dis pas ça pour donner de mauvaises idées au pouvoir public, mais s'il fallait cibler une catégorie de contribuables pour les dissuader de faire de la location meublée, ce sont ceux qui sont au régime réel qu'il faudrait cibler et pas ceux qui sont au régime micro. Donc vous voyez que l'un dans l'autre, ça permet de relativiser quand même les choses. Bon, pour conclure, de toute façon, là encore, il va falloir attendre quelques jours pour savoir à quelle sauce ceux qui font de la location meublée seront mangés ou ne seront pas mangés dans ce festin fiscal qui est en qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais je vous donnerai des nouvelles très prochainement sur cette question. À bientôt.